Merci à vous pour votre écoute. Donc, mon rapport est divisé en deux parties. Une première partie où je présenterai les parties de la pensée de Arne Naes, Monsieur Arne Naes, sur la Deep Ecology. Et alors que dans la deuxième partie, je ferai une lecture de la première partie du Cantique, qui est la partie qui concerne le plus l'apparence des créatures. Donc, par la dernière partie du Cantique, je ferai la lecture de cette partie à travers les catégories qu'Arne Naes utilise dans sa pensée. Et de plus en plus envahissante est l'influence anthropique sur les transformations qui nous affectent sur la planète. Et si nous voulons indiquer une année fondamentale pour ce qui est la recherche de la crise écologique, c'est l'année 1972. En 1972 sont liés au niveau mondial trois facteurs fondamentaux, celui de la pollution sous ses différentes formes, celui de l'accroissement démographique et celui de l'épuisement des ressources. Donc l'année 1972 est fondamentale. Elle devient un tournant précisément parce qu'en cette année-là est publié le rapport sur les limites du développement, connu sous le nom du rapport Meadow, du nom des deux principaux conservateurs de cette étude, qui était commandée par le soi-disant Club de Rome, qui était un partenariat d'entrepreneurs qui demandait aux chercheurs du MID de faire une recherche sur ce qu'était la situation du temps, et ce rapport mettait en garde sur ce que pouvait être réellement l'épuisement des ressources et aussi l'impact de l'homme sur l'environnement, dans ce qu'est les externalités négatives que celui-ci pose sur l'écosystème, et souhaite une politique allant vers la limite du développement dans la production, mais aussi de l'augmentation de la population. À ce moment-là, je vous disais, une ligne de démarcation a vu le jour, car alors qu'auparavant il n'existait qu'une philosophie de la nature, selon les catégories que nous connaissons de la philosophie et de la nature, à partir de ce moment-là, la philosophie commençait à s'intéresser à certains penseurs. Elle devient philosophie de l'environnement précisément parce qu'on cherchait à faire émerger les rapports qui existent entre l'homme et l'environnement extérieur. L'année suivante, en 73, pendant l'été 73, dans la revue internationale Equari, était inclus un article de Arne Naes intitulé « La superficialité et la profondeur de longue portée du mouvement écologique existant ». Celui-ci prenait en compte et comparait ce qu'est l'écologie de surface avec l'écologie profonde. Arne Naes était norvégien et dans sa carrière universitaire, il devint professeur de philosophie à 27 ans. Il était le seul professeur de philosophie en Norvège à l'époque et s'intéressait donc à la philosophie. Il fit son doctorat à Vienne, puis il entra en contact avec le cercle viennois et développa une pensée qui entrait en contact étroit avec ce qu'est l'environnement extérieur. Il n'était donc pas qu'un philosophe, un penseur, mais un militant pour ce qui sera le début d'un mouvement écologique appelé Deep Ecology, écologie profonde. Il mit en évidence une exigence, celle de repenser la manière dont nous nous comportons vis-à-vis de notre environnement. C'était une façon différente de voir la relation de l'homme avec la nature, pour ensuite dicter des règles de comportement. Pour lui, la lecture d'un texte qui était déjà connu à l'époque parce qu'il avait été déjà publié en 62, The Silent Spring, le printemps silencieux de Rachel Carson, avait été déterminante. Et je ne dirai que deux mots sur ce texte. Ce texte a été écrit par Rachel Carson, qui était biologiste avant de devenir écrivain. Elle divulguait les causes. Elle s'était rendue compte un jour, en ouvrant la fenêtre, que son amie a remarqué qu'elle n'entendait plus le son des oiseaux. D'où un printemps silencieux, déterminé par les exterminations que le DDT chimique avait causées dans l'environnement. Elle se rendit compte de ce phénomène, non seulement pour le fait de ce qu'il comportait en soi, mais aussi des interconnexions qui existent entre les différentes espèces,
de l'espèce végétale, de l'espèce animale, mais aussi de l'homme indirectement. Arne Naes était critique de ce qu'était la chirurgie de surface, qui surgit au moment où, face aux problèmes, nous essayons de trouver des solutions qui concerneront la diminution dans le cas spécifique de l'époque de la pollution et de la rationalisation des ressources, mais uniquement parce qu'elles servent au bien-être de l'homme. Donc, en tout cas, c'est une vision qui est encore très anthropocentrique. L'homme reste le porteur de valeurs qui est inséré dans l'environnement, mais l'environnement ne voit que pour les relations instrumentales que les différentes catégories de l'environnement avec lesquelles il entre en contact. En surface, c'est une écologie qui a encore une forte vision anthropocentrique. Et en parlant d'anthropocentrisme, nous pouvons le voir dans 3 dimensions, d'un point de vue ontologique, d'un point de vue épistémologique et d'un point de vue éthique. Qu'entendons-nous par là? D'un point de vue ontologique, quand l'être humain est la seule unité de mesure de toute chose, et donc l'entité supérieure, l'entité privilégiée par rapport aux autres réalités présentes. D'un point de vue épistémologique, quand il devient le seul mesureur des choses, la seule source de connaissance. D'un point de vue éthique, quand elle devient la seule réalité qu'elle peut mesurer d'un point de vue moral, qu'elle détermine par son jugement ce qui est bien et ce qui est mal. Une telle vision de rapport entre l'humanité et la nature se concrétise donc dans une relation de domination, dans la confiance infinie de ses propres capacités, de pouvoir résoudre chaque problème, grâce à ce que peut être l'application de la technique, jusqu'au droit et au devoir de soumettre la nature non humaine. Arne Naes le dit clairement dans ses écrits, est redevable dans sa pensée à la pensée de Barocco et Spinoza, surtout dans l'idée que Spinoza a de la nature. La nature conçue par les écologistes sur le terrain n'est en effet pas une nature passive, morte, neutre, comme peut être celle de la science mécaniste, dit Arne Naes. Mais elle est semblable au Deus sive natura de Spinoza, donc omnicompréhensible. La créature, nature, infiniment riche, la nature avec un majuscule, est intuitivement conçue comme parfaite. La nature est parfaite, non pas parce qu'elle réalise une certaine idée qui est définie par l'intellect humain, donc ce n'est pas une perfection utilitaire liée au résultat humain, mais plutôt à sa puissance, selon l'expression de Spinoza, à sa capacité, à son activité. Par rapport à l'écologie de surface, à la shallow ecology, Arne Naes propose la deep ecology, qui ne concerne pas tant dans une technique, dans un exercice d'endiguer les dégâts qui ont eu lieu jusqu'à présent. La deep ecology repose quant à elle sur 7 principes. Quels sont ces 7 principes? Je les énumère. Premièrement, le rejet de l'image humaine dans l'environnement au profit de l'image relationnelle dans le champ total, introduit dans une ontologie relationnelle basée sur les relations intrinsèques qui dissolvent l'homme et l'idée d'un homme qui est séparé et placé dans l'environnement, alors qu'il existe des relations entre les différents éléments. L'autre principe est en principe celui de l'égalitarisme biosphérique, qui prétend qu'il existe en principe un égalitarisme précisément pour ne pas tomber dans des formes de fondamentalisme, même si je sais que c'est un idéal à atteindre, peut-être impossible à atteindre. Troisième principe, le principe de diversité et de symbiose, précisément envers une attitude qui favorise la biodiversité. Le quatrième principe est la position anticlassiste, précisément pour éviter la différence entre ceux qui exploitent et ceux qui sont exploités. Lutter contre la pollution et les ressources et contre l'épuisement des ressources.
comme l'a déjà dit l'écologie de surface. Mais dans ce cas, il la place dans les principes que nous avons jusqu'à présent énoncés. Tenir compte de la complexité qui n'est pas la complication dans cette vision systémique, et en tenant compte des relations qui lient les éléments, l'autonomie locale, la décentralisation et la pression d'un système d'égalité des valeurs qui ne viennent pas tant des connaissances d'en dehors de ce qui peut être aussi une expérience, précisément parce que Arne Naes fait aussi des choix importants et des cadeaux dans sa vie, avant même de terminer le temps de son enseignement qui se produit à un jeune âge. Ayant commencé sa carrière universitaire très jeune, il décide de quitter la ville d'Oslo pour se retirer dans les montagnes dans un chalet de quelques mètres carrés qu'il construit lui-même. Il comprend qu'il est là, au contact de la nature, et comprend la vitalité de la nature qui le conduit à une relecture profonde de notre existence. En ce qu'il dit, nous sommes tous des êtres naturels, c'est-à-dire que nous sommes de la nature et dans la nature. Il écrit donc en 1989 l'étude de l'écologie prévoit une approche et une méthodologie qui peuvent être résumées au maximum. Tout dépend de tout, ce qui sera traduit dans l'expression que l'on trouve en 2015. Tout est connecté. Cette approche peut être appliquée correctement aux problèmes liés à la philosophie, la place de l'humanité dans la nature et la recherche de nouvelles méthodes pour expliquer cette place à travers l'utilisation de systèmes et de perspectives relationnelles. Arne se place donc dans le cadre d'une vision du monde qui est holistique, qui est systémique, qui est unificatrice. Le monde est vu comme un réseau de connexions où tout est connecté. Alors les interconnexions, les relations et les contextes sont plus importants que les éléments. La pensée systémique est quelque chose qui existait déjà dans le monde de la science. Nous pouvons citer Capra, en particulier, qui a mis l'accent sur l'idée qu'il existe une configuration de la vie commune à tous les êtres vivants. Nous sommes des êtres vivants, des organismes vivants, des écosystèmes et des systèmes sociaux, et la configuration de base est celle d'un réseau. Il existe en effet un réseau de relations entre tous les composants d'un organisme vivant. Comme dans un écosystème, il existe un réseau de relations entre les plantes, les animaux et les micro-organismes ou entre les personnes d'une communauté humaine. À la lumière de cette ligne de pensée avec Arne Naes, nous pouvons dire que l'écosystème est un réseau où il y a des nœuds à l'intérieur desquels les organismes sont en relation les uns avec les autres, et l'homme est un de ces nœuds. Ce n'est pas le pêcheur qui tient le filet. Il n'y a pas de situation de domination selon la vision systémique d'Arne Naes, et donc la Deep Ecology soutient la nécessité de ne pas fragmenter l'universel, de considérer l'aspect systémique global et d'éviter de tomber dans des dualismes en particulier. Arne Naes, pour ses intérêts d'alpiniste, mais aussi de diffuseur de sa pensée d'activiste, cela l'a conduit à aller dans les différentes parties du monde, particulièrement dans l'Est du monde, dans l'Himalaya, en Chine, en Inde, etc. Et là, il fut en contact avec ce qu'est la pensée orientale, en particulier avec le taoïsme. De cela, nous rappelons particulièrement l'idée du yin et le yang, où il n'y a pas d'opposition entre les opposés, mais plutôt l'un existe en fonction de l'autre, en fonction de l'harmonie avec l'autre. Et sa façon de penser reflètera certainement beaucoup cette façon de penser. Il formulera un concept d'écosophie, donc la perspective écosophique d'Arne Naes. Qu'entendons-nous par écosophie d'Arne Naes? C'est une forme de sagesse qui est dictée non seulement par la connaissance, mais aussi par l'action,
qui a attrait à un code individuel des valeurs et de sa propre vision du monde, qui orienteront les décisions de la personne individuelle sur les questions qui concernent les rapports entre l'humanité et la nature. Les points fondamentaux de son écosophie se basent sur quelque chose que nous avons déjà dit, sur une ontologie de type relationnel et en particulier sur la redéfinition du concept d'identité personnelle. À partir des années 72, quand les philosophes commençaient à s'intéresser à la philosophie de l'environnement, ils préfèrent partir précisément de l'ontologie relationnelle plutôt que de l'orientation que d'autres prendront, qui est celle de l'éthique environnementale. Parce qu'il dit qu'il faut d'abord regarder le monde d'une manière différente pour arriver ensuite à un changement dans ce que peuvent être nos comportements et nos styles de vie. En outre, la profondeur est un thème gnoséologique pour Arne Naes, c'est-à-dire regarder la réalité à travers une approche phénoménologique des questions environnementales, à travers ce qu'il appelle l'expérience spontanée, possible parce que l'homme fait partie du monde et n'en est pas séparé. Le soi par l'expérience perçoit qu'il n'est pas séparé du monde naturel, qu'il observe. L'homme lui-même comprend qu'il est lui-même un être relationnel et étend son moi à travers un processus d'identification déterminé par l'empathie qui ouvre à la compassion, aussi envers les êtres non humains et à la solidarité envers les autres êtres humains. Il introduit le concept de soi écologique, c'est-à-dire que l'être humain est dans et de la nature depuis son origine, en instaurant des relations qui vont au-delà de l'humain et qui concernent les autres êtres vivants. Il s'agit d'un processus de maturation et d'ouverture à l'autre, que Naes appelle l'autoréalisation, qui est contraire à l'autoconservation, par l'accomplissement des potentialités que chacun a, donc pas loin de ce qu'est la puissance de Spinoza, vue comme être capable n'équivaut pas à obliger les autres. Cette prérogative n'appartient pas aux êtres humains, mais à tous les êtres vivants. C'est ce qu'écrit Naes, en raison d'un processus inévitable d'identification avec les autres, ainsi que d'une maturation croissante. Le soi est élargi et approfondi. Nous nous voyons chez les autres. Notre réalisation de soi est entravée si l'autoréalisation des autres avec lesquels nous nous identifions est entravée. La spécificité des êtres humains est d'être les seuls à développer un intérêt large et profond pour les conditions de vie en général, d'où sa responsabilité vis-à-vis des autres espèces. Sa pensée fut très critiquée, mal comprise et parfois même opposée, et il chercha donc à plusieurs reprises dans ses écrits à vouloir mieux l'expliquer, à faire comprendre ce qu'il entendait par cette nouvelle vision qu'il donne vis-à-vis de l'environnement. Et en 1984, avec Giorgio Session, il réécrit ce que sont les 7 points dans une nouvelle version que je ne vous rapporte pas parce que j'allais la rapporter sur les diapositives, où il y a quelques questions importantes qui ressortent. La première question fondamentale est qu'il y a dans la première partie des 7 points un programme qui est encore très théorique et qui s'éternise dans l'application politique, parce qu'il dit que la réflexion de Deep Ecology a pour but de constituer une voie vers la conscience, non pas pour permettre aux sujets de se former, pour changer eux-mêmes et leur comportement, mais plutôt pour leur permettre de se transformer intérieurement et seulement après changer le monde. C'est seulement ainsi que la philosophie reste fortement liée à la pratique, jusqu'à arriver à des formes d'activisme qui ont en commun l'idée de l'utilité de la philosophie comme outil pour comprendre le monde avant même de le transformer. Il réduit donc la portée théorique de sa proposition, devenant plutôt un instrument politique. Il se pose comme une méthode critique qui recherche les raisons d'agir, laissant chacun libre de formuler sa propre vision du monde,
En cela, il n'est pas intéressé à proposer un système philosophique, mais à inviter chacun à formuler sa propre écosophie. À la base, il y a un pluralisme systémique et fondateur de vision générale de la réalité. Après avoir dit cette première partie sur les principaux points de ce qu'est la Deep Ecology d'Arne Naes, nous allons maintenant aborder le texte du Cantique, surtout la première partie, dans les parties qui nous intéressent en les liant à la pensée d'Arne Naes. En rappelant le rapport biographique de la compilation d'Assise, Frère Léon, témoin oculaire de l'expérience de François d'Assise, situe la composition de la première partie du Cantique des créatures à Saint-Damien, San Damiano. Pendant une nuit tourmentée par les souris, quand François était profondément malade, souffrant et aveugle. Nous sommes donc loin d'une expérience extatique de contemplation face à la beauté de la nature dans un climat joyeux et apaisant. De ce climat dramatique jaillit un sens nouveau donné à la création, comme si le soleil se levait la nuit. Je veux donc, à la louange de lui et à ma consolation et par édification du prochain, composer une nouvelle louange du Seigneur, au sujet de ses créatures. Chaque jour, nous utilisons des créatures et sans elles, nous ne pouvons pas vivre. Et en elles, l'humanité offense le Créateur. Et chaque jour, nous nous montrons ingrats pour ce grand bénéfice et nous n'en faisons pas la louange comme nous le devrions à notre Créateur et donneur de tout bien. Cette ingratitude s'exprime dans le premier verset du Cantique, l'impossibilité de mentionner le Très-Haut, qui, en plus d'être une question de caractère, d'idéologie négative, est une question morale, ainsi que le rappelle François d'Assise lui-même dans l'admonition 5e. Considère, ô homme, dans quelles conditions sublimes t'a placé le Seigneur Dieu, et toutes les créatures qui sont sous le ciel pour leur part servent, connaissent et obéissent à leur Créateur mieux que toi. Tu le crucifies alors quand tu t'amuses dans tes vices et les péchés. L'homme est indigne car il offense le Créateur. Il pêche aussi en abusant des créatures. Ce sont donc les créatures qui sont rachetées et dignes de trouver les mots justes pour louer Dieu. Dans le Cantique, la fraternité s'étend à tous les êtres naturels, dépassant leur réification, présente dans une vision instrumentale qui existait encore à l'époque de François, à partir d'une indignité supposée. François a respiré l'air de la chrétienté du temps qui était contraire aux théories cathares qui attribuaient au diable la création du monde physique, et cela comportait donc un mépris de tout ce qui était matériel, donc aussi des créatures non humaines. On a dans le Cantique au contraire une reconnaissance renouvelée de la nature, une réévaluation à la lumière de la dignité qu'ils ont en eux-mêmes, de leur valeur en soi et qui permettra à l'être humain de prendre une posture différente pour repenser au rapport avec elle. Les premières créatures invitées à louer Dieu sont les astres, disposés non pas selon leur distance de la Terre, mais selon l'intensité de leur splendeur, donc du Soleil, de la Lune, des étoiles, pour lesquelles la configuration du cosmos est interprétée en fonction de ceux qui sont éclairés par ces sources de lumière. Quelle attention! Ce ne sont pas seulement les êtres humains, mais tous les êtres qui existent sur la Terre, dans ce monde sous-lunaire. François articule son astronomie avec la physique des 4 éléments. Ça commence par l'air, c'est l'élément le plus proche de la voûte céleste pour se terminer par la terre, qui est la base de toute la construction de la création. Dans le Cantique, les catégories longtemps utilisées exclusivement pour caractériser des types spéciaux de relations, ainsi que les vertus typiquement humaines, sont étendues et appliquées également aux relations des êtres humains avec la nature et ses parties individuelles. Aux créatures individuelles dotées de capacités, François reconnaît non plus une chose, mais un sujet.
un autre par rapport à nous, pour lequel ces entités non humaines sont référencées dans les termes d'altérité. François en arrive à identifier des catégories conceptuelles de relations parentales qui vont légitimer la présence de ces entités en les assimilant aux êtres humains. Ainsi, la fraternité cosmique du quantique devient l'expression d'une extension de catégories conceptuelles, traditionnelles au-delà de la sphère humaine. Arne Naes avait repris la psychologie de la Gestalt. Il dit dans un écrit: « Par fragments, nous entendons quelque chose que l'on peut comprendre très facilement si on le considère comme faisant partie d'une Gestalt plus large. Un grain de sable pourrait représenter une plage de manière très spontanée. Mais bien sûr, cet atome pourrait être examiné et perçu comme ayant une certaine forme définie et un certain type de couleur et de luminosité. Un microcosme qui nous offre la possibilité de découverte sans fin. Donc, même un élément aussi petit peut avoir le caractère d'un Gestalt. Tout dans la nature a ce grand potentiel comme la nature. Naes formule un réalisme ontologique qui prend en compte tel qu'il est repris par François dans le Cantique. Outre les qualités primaires objectives, c'est-à-dire la forme, la dimension et le mouvement qui viennent de la science, également les qualités secondaires, telles que les couleurs, les parfums, les sons, qui découlent au contraire d'une expérience subjective de la réalité. Il en va de même des qualités tertiaires, celles qui découlent des projections que le sujet donne sur le monde extérieur. Disons que la réalité est belle ou laide, joyeuse ou mélancolique, etc. Toutes les qualités sont réelles parce qu'elles concernent les relations plutôt que les entités considérées dans ce que sont les relations. Les créatures dans le cantique sont personnifiées en mettant en évidence leurs vertus particulières dans l'alternance des genres comme sœurs et frères, mises en relation systémique en harmonie avec le Créateur. Ce rapport se veut exemplaire, comme cela a parfois été répété par le professeur iconique, comme disait le professeur Caltagirone. Un fort attrait pour les êtres humains, appelés à s'élever à la même dignité que les autres créatures, qui se montrent plus humbles, plus simples et plus obéissantes que l'homme, comme on nous le rappelait dans l'admonition 5e. François, en outre, ne diversifie pas le registre du respect dû aux humains et aux non-humains, mais a une attitude unique envers l'altérité, tout en reconnaissant la diversité qui est originaire dans la différenciation des créatures. En contemplant un même concept de bonté et de beauté dans les différentes altérités naturelles, il nous semble comprendre que la valeur intrinsèque de chacune créature est attribuée par François, tant sur des bases objectives que sur des bases subjectives et intersubjectives, à l'intérieur d'un pluralisme axiologique, comme les valeurs instrumentales, esthétiques ou spirituelles, qui ne justifient pas des hiérarchies et des comparaisons dans un contexte de fraternité cosmique. L'humanité créée n'est pas nommée dans la première partie du cantique, mais elle est présente dans François qui loue et voit les créatures comme des frères et des sœurs. Il sait prendre une position centrale ou de supériorité. On peut dire que ça rentre dans ce que Naes a dit sur une image en relation, en passant de voir l'environnement, comme diraient les écologistes allemands, comme Umwelt, c'est-à-dire le monde qui nous entoure, le cadre de notre vie, caractéristique de l'anthropocentrisme, à un environnement vu comme un Welt, le monde que nous sommes. C'est pourquoi le pape François nous rappelait dans Laudato Si, loué sois-tu, lorsque nous parlons d'environnement, nous nous référons aussi à une relation particulière, celle entre la nature et la société qui l'habite. Cela nous empêche de considérer la nature comme quelque chose de séparé de nous, ou comme un simple cadre de notre vie,
Nous y sommes inclus, nous en faisons partie et nous en sommes interpénétrés. Dans cette fraternité, sororité horizontale, d'égalité des genres distingués selon différentes capacités, deux créatures bénéficient des deux titres particuliers, Frère Soleil et Messire. Et Sœur Terre est aussi notre mère, placée dans le cantique au début et à la fin de cette cosmogonie représentée dans le cantique. Le soleil de toi très haut porte signification, une référence symbolique à l'essence de Dieu, à la paternité de Dieu. Le Créateur n'est rien de séparé des manifestations, ainsi que le rappelle Spinoza de Naes. Plus nous connaissons les choses individuelles, plus nous connaissons Dieu, selon les mots de Spinoza. Donc le processus d'identification des créatures individuelles, si d'un côté il met en évidence des caractéristiques singulières du fini, de l'autre côté il mène à une totalité, à un infini. Les relations parentales horizontales de frères et sœurs renvoient à une relation originelle avec un seul destin, à savoir celui de parents et d'enfants. La lecture du rapport Vulgata de l'écriture à l'époque de François, en usage au Moyen Âge, conduisit François à une interprétation extensive de ce passage des Éphésiens, la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, où Dieu est pater hominum, c'est-à-dire Père de toutes choses. Une paternité non seulement limitée aux êtres humains, donc, mais étendue à toute la fraternité cosmique. La louange à Dieu se manifeste par toutes les créatures. Dans cette lecture que nous avons écoutée plusieurs fois de manière particulière et indiquée par Paolazzi dans ses écrits où le sens de ce cum est à travers la création. Ainsi, seules les créatures sont dignes d'un rôle actif. Au lieu de cela, elles renvoient l'être humain à un utilisateur de ce champ élevé, des créatures au Créateur. Et nous sommes illuminés par lui. La lumière du soleil, symbole du Très-Haut, devient la manière par laquelle Dieu manifeste sa paternité en répondant de manière providentielle à un besoin de toutes les créatures, donc pas seulement de l'homme. La terre est également mère parce qu'elle est soutenue et gouverne. En relisant les récits de leur création dans les premiers pas de la Genèse, l'être humain est envoyé pour subjuguer et dominer la terre. Le pape François, lui-même dans Laudato Si, loué sois-tu, nous le rappelle. Comme souvent l'accusation a été portée à l'encontre de la pensée judéo-chrétienne, en n'ayant pas correctement interprété selon un exégèse contextualisé. Ces passages bibliques ont conduit, comme cela a été le cas à l'époque de François, à exploiter la nature jusqu'à la destruction. En effet, à l'époque de François d'Assise, nous dirions aujourd'hui dans une optique d'écologie intégrale qui avait la possession et le droit des terres, bénéficiait des fruits, des cultures, des élevages, mais avait aussi le contrôle de la servitude en termes d'exercice de pouvoir. Pour François, la seule seigneurie reconnue est celle de Dieu, représentée en symbole par Messire, Frère Soleil. Pendant que la terre est soutenue et gouverne, Jacques Dallaran, cet étudiant du franciscanisme qui s'occupe des écrits de François, à nous contemporains écrit « Célébrez le seul vrai Dieu, le seul à qui reviennent les louanges, la gloire et l'honneur et toutes les bénédictions. » Ainsi que se termine le cantique, est une façon de donner le juste poids de toutes les soi-disant seigneuries d'ici-bas jusqu'à réduire à rien ces seigneuries qui au Moyen-Âge se multipliaient en allant peser sur les plus petits. François, avec toutes les créatures, emploie l'adjectif possessif « nôtre » à la mère terre, comme pour décrire une dépendance spéciale qui n'est pas seulement de l'espèce humaine, mais de toutes les espèces, parce qu'elle génère la vie ensemble dans la continuation du processus créatif, mais en même temps elle nous nourrit.
Spinoza est rappelé par Naes pour son concept de Dieu immanent, identifié à la nature en mettant en évidence l'aspect créatif et infini de la totalité, mais aussi l'aspect fini et créé où résident les modes, c'est-à-dire l'entité particulière, nature, naturelle, que nous pourrions dire se prolonge dans le cantique. D'une part, dans le respect de la transcendance du Très-Haut, dans la terre qui est créée pour laquelle elle est sœur, mais qui en même temps participe à l'œuvre de la création, bien qu'elle ne crée pas, mais dans la congénération continue pour laquelle elle est mère. Dans Naes, plus qu'en Spinoza, et du point de vue économique, nous pouvons donc dire que par rapport aux éléments de la création, la terre produit comme facteur original et donne la bonne nourriture selon les besoins des éléments individuels. J'en arrive à la conclusion et aujourd'hui nous pourrions dire à la lumière du cantique que l'activité du gouverneur de la terre, dans son exemplarité, consiste à mettre en œuvre des lois qui révolutionnent l'économie basée sur le soin et non sur l'exploitation des ressources à partir des besoins, donc au cœur de l'utilisation du bien. Il indique aussi des lois qui ont trait à la politique, au passage de la domination au service, dans le respect des diversités. François, désormais aveugle, fatigué, déçu et malade, regarde la création à travers un processus de transcendance, c'est-à-dire de l'intérieur. Dans l'invitation adressée à la création à chanter, François ne se limite pas à attribuer à chaque élément des valeurs, mais il recherche des particularités, des propriétés qui, en tant que méritant d'être considérées, peuvent nous permettre non seulement d'attribuer une valeur à la nature, mais aussi de la réattribuer aux êtres humains. Finalement, François pose une béatitude aux hommes qui ont perdu de vue la fraternité, dont les créatures non humaines sont des icônes. Lorsqu'ils relèveront des relations dictées par le pardon, François se situera à l'intérieur d'une densité vivante et active du mouvement de la création, qui n'est pas une scène statique où l'humanité s'installe, mais un organisme dans lequel elle est immergée. L'idée d'appartenance réciproque conduit à expérimenter la fraternité cosmique dans laquelle les différentes entités déploient leur propre potentialité de sens. L'identification par similitude nous permet de reconnaître que nous participons ensemble à la créativité et à la puissance de Dieu avec les autres créatures, en rendant dans la louange notre indignité. Merci.